Bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième édition du palmarès de la Fédération française du paysage. Ici, qui va se rendre à l'école de paysage de Versailles, excusez-moi, acte manqué, en cette belle journée printanière. En guise d'entrée en matière et pour se rappeler que le paysage est une question vivace et un sujet de débat, un sujet éminemment politique, on a choisi de donner la parole à un collectif étudiant qui représente les étudiants de l'école de paysage de Versailles et qui sont mobilisés. Donc on a 4 étudiants ici qui sont en deuxième et troisième année et je vais vous laisser la parole directement pour que vous puissiez exprimer les revendications, peut-être les craintes qui sont les vôtres à l'orée d'une pratique professionnelle qui s'annonce. Merci. Je peux utiliser le pupitre? Oui. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Depuis maintenant 78 ans, le site du potager du Roi accueille, nourrit et forme en son sein des générations de paysagistes, concepteurs et conceptrices qui, au fil du temps, ont construit une relation singulière, unique, au-dedans comme au dehors, aux ateliers comme au jardin. Depuis 78 ans se construit une école hors cadre, une école unique, une école qui forme à une diversité de pratiques, une école qui forme des personnalités et des regards sur un monde, celui auquel nous assistons aujourd'hui. Un monde qui change, un monde qui brûle, un monde où les enjeux climatiques et sociaux n'ont jamais été aussi présents dans nos esprits comme dans nos paysages. Ainsi, inscrire cette école dans un cadre uniforme et uniformisant, c'est signer son arrêt de mort. Qui sommes-nous ? Nous sommes une entité complexe et diverse, venant d'horizons multiples. Cette diversité fait la richesse et la force de notre école aujourd'hui. Nous nous sommes engagés dans cette mobilisation car nous ressentons un besoin criant de questionner notre manière de vivre à l'école, notre rythme de travail, nos liens humains ou encore nos états psychologiques. Les réponses se dessineront uniquement grâce aux échanges véritables avec l'ensemble du peuple du potager. Au-delà de ce que nous espérions, la mobilisation intense en réflexion commune nous a permis de nous rencontrer, de débattre, de faire ou de défaire. L'émulation qui émerge suite à l'occupation de l'ENSP de Versailles nous confère une énergie créatrice que nous avons employée à l'organisation de moments de partage. Ces moments nous ont permis d'exprimer nos ressentis et nos idées nouvelles quant au fonctionnement actuel de l'école. Nous nous sommes aussi reconnectés à ce que nous aimons de cette école et de son site, cultiver les relations aux vivants, à des idées originales, à nos représentations, des projets communs, des débats, ainsi que les mouvements du corps dans l'espace. Loin d'une simple opposition à une mesure de fermeture des ateliers la nuit, symptomatique d'une recherche de rentabilité et d'une vision sécuritaire appliquée à notre école, nous avons ouvert des lieux de création constructifs, préférant explorer nos divergences et se fédérer autour de notre adhésion à des projets. Le métier que nous cultivons ici est à l'intersection entre une multiplicité d'autres métiers, de personnes et de vivants. Un partage de savoir et de pratiques. Une démarche sociale, socle, fondation, source de futurs paysagistes épanouis dans leur culture. Une profession pluridisciplinaire qui tisse des liens entre tous les éléments de nos paysages. Être paysagiste concepteur aujourd'hui, c'est être accompagnant, médiateur, porte-parole de tous, entre les vivants, les habitants, les acteurs du quotidien et les aménageurs du territoire. Un peu, en fait, jardinier, agriculteur, artiste, écologue, urbaniste, architecte, ingénieur ou politique. Ce sont dans les écoles que naissent les dynamiques qui vont nourrir notre profession. Nous vous partageons ce récit pour vous faire part de notre volonté de garder l'école ouverte et vivante, de jour comme de nuit, durant la semaine comme les week-ends. Il nous paraît aussi nécessaire de dégager des espaces de respiration dans la formation, ouverts aux initiatives et à la créativité. Des moments d'expérimentation et de partage, individuels ou collectifs, garants de la santé mentale des étudiants et étudiantes. On vit le paysage, on le mange et on le boit.
C'est une profession qui nous met en mouvement, à l'image du vivant. Ce n'est pas un métier comme les autres, c'est une vie. Une fois que l'on a mis un pied dedans, c'est une expérience quotidienne qui débute et dure toute notre existence. Le paysage contient en son sein une multiplicité d'éléments. Pour être capable de saisir et percevoir ces éléments, il faut en avoir conscience, en faire l'expérience. Cette expérience ne s'acquiert pas uniquement lors des cours. C'est un mûrissement qui demande du temps. Une aura qui se construit, fermente et se bonifie tout au long de la vie. C'est ça, être paysagiste. Merci de votre attention. Les étudiants et étudiantes mobilisés de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à assister à ce palmarès si vous le souhaitez. Et pour ceux qui sont arrivés maintenant, je vous invite à vous asseoir parce qu'il y a des places là sur ce côté gauche de la salle. Donc on va commencer peut-être plus officiellement la remise de ce palmarès, troisième édition du palmarès de la Fédération française du paysage. Je voudrais remercier ceux qui sont ici à l'école du paysage de Versailles, c'est-à-dire vous, les membres du jury, vous, les nommés, vous qui en général êtes impliqués ou êtes paysagistes concepteurs ou en tout cas très proches de cette profession. Je voudrais remercier aussi Alexandra Bonnet, la directrice de l'école qui nous accueille cette année encore. Merci Alexandra. Je voudrais remercier aussi ceux qui ne sont pas là parce qu'on va voir dans le paysage, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc c'est nos centaines d'auditeurs sur Facebook qui, je pense, nous suivent à l'instant et qui pourront poser leurs questions à l'issue de cette séance. On avait commencé l'édition 2022 il y a pile un an et une semaine, ici même. Le temps était un peu moins printanier, je crois, avec Henri Bava, en rappelant que le paysage était le théâtre et l'enjeu de tous les conflits vitaux de notre époque. On avait en tête la guerre en Ukraine qui venait tout juste de commencer. Sa dimension géopolitique et les enjeux de représentation du pouvoir qui y étaient associés ne nous avaient, à l'époque, une semaine après son commencement, pas du tout échappé. S'en sont suivies une série d'images que nous avons tous partagées, des images de paysages désolés, des images de paysages en guerre, paysages urbains détruits, des flux de réfugiés, des familles sur les routes. Ça aussi, c'est le paysage. Cette année, en 2023, le même constat s'impose, mais avec en tête une référence bien plus proche dans l'espace. Les images de Sainte-Soline, qu'on a tous vues sur les écrans, au moins il y a moins d'une semaine, des images de guerre, ou en tout cas qui rappelaient des images de guerre, la guerre des tranchées, autour d'un enjeu du paysage, l'eau, sa rétention, son partage. L'eau qui, après le pétrole au XXe siècle, sera certainement la ressource du XXIe siècle. Alors j'arrête avec ces images sombres, car nous sommes ici pour nous réjouir, et nous réjouir d'un palmarès que nous allons délivrer et fêter une profession complexe, riche, généreuse, dont nous allons avoir un certain nombre de témoins, jeunes et moins jeunes, en formation, étudiants, pratiquants, chercheurs. Le paysage est une notion qui nous semble familière, aimée, c'est un mot valise, on a l'impression que tout le monde le connaît, on croit savoir ce que c'est, et pourtant, on va le voir ce soir, je pense que vous le savez déjà, c'est une notion éminemment complexe et sophistiquée, c'est pour ça qu'elle est très attachante. Le paysage, c'est ce qui se voit, mais aussi ce qui ne se voit pas, les fameux 60 cm en dessous du sol, n'est-ce pas, Henri Bava, et les 60 cm au-dessus, avec ce fameux peuple de l'herbe qu'on devine. Donc il y a ce qui est enfoui, l'eau, les hydrocarbures, les paysages sous-marins. Et puis il y a ce qui se voit, par exemple le potager du roi, pas loin, ce qui est proche, et aussi ce qui est lointain, la forêt, l'horizon, la grande et la petite échelle, ça c'est le paysage. Mais le paysage, c'est aussi à la fois ce qui est matériel, comme des aménagements, des installations, des aménagements paysagers, des installations, on va en parler ce soir, mais aussi ce qui est immatériel, c'est-à-dire la culture, les usages qu'on a du territoire et du paysage, et aussi la mémoire, on en parlera aujourd'hui. Donc le paysage, c'est tout ça, et les paysagistes ne sont donc ni des architectes, ni des urbanistes, ils sont un peu ça, mais plus que ça, ils mettent en relation la nature et la culture, ils mettent en relation la sociologie et le territoire. Et surtout, contre toute attente, le paysage n'est pas figé,
Ce n'est pas une image qui ne bouge pas comme un paysage d'Épinal. Le paysage est en transformation continue, en transformation constante. C'est un outil de transition. Donc voilà le décor posé de cette 3e édition du palmarès de la Fédération française du paysage. Et on a choisi cette année de commencer par une table ronde qui nous permettra de faire dialoguer ces interlocuteurs qui sont là, et je les en remercie. Alexandra Bonnet, d'abord. Vous êtes la directrice de l'École nationale du paysage de Versailles. Henri Bava. Vous êtes le président de la Fédération française du paysage. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de cette école et vous êtes le fondateur de l'agence Terre. Nous avons aussi autour de nous Mounia Benami, cofondatrice de l'Association des architectes paysagistes du Maroc. Donc vous arrivez du Maroc, on vous en remercie vivement. Nous avons également Catherine Bouette-Villomès, qui est présidente de l'Association des paysagistes conseils de l'État. Et enfin, Joël Beaugrasset, vous êtes président des CAUE, vous êtes élu et vous êtes agriculteur. Vous m'avez précisé que pour vous, le paysage est important parce que dans paysage, il y a pays et il y a paysans. N'est-ce pas? Donc on va commencer avec ce avec quoi on a commencé, d'ailleurs avec les étudiants, avec vous, Alexandra Bonnet. On a entendu les préoccupations d'une jeunesse et de jeunes futurs professionnels. On sait que les milieux naturels et les territoires naturels sont au centre des questionnements de la jeunesse. Ce qu'on a entendu ce soir en témoigne, ce qu'on a vu des manifestations dans notre pays en témoigne aussi. La génération qui vient est éminemment anxieuse. Alors comment les études de paysage, et en particulier celles que vous proposez ici à Versailles, donnent-elles corps à ces attentes? Je vous propose de répondre à cette question en vous servant de ce micro. J'espère que j'ai 1 heure pour répondre à ces questions. Non, vous n'avez pas 1 heure, hélas. Déjà, je voulais remercier mes étudiants et mes étudiantes qui se sont fait, je pense, les vibrants plaidoyers de leur métier, qui nous ont transmis, je pense, toute leur passion et tout leur engagement par rapport à ce métier. Je les sais, pour eux, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment presque une vocation, je crois, pour beaucoup d'entre eux. Et à ce titre, très certainement, du fait de leur appartenance à une génération qui est éminemment conscientisée, éminemment anxieuse de tous les enjeux sociaux, économiques, sociétaux, environnementaux qui se posent à elles, mais également parce qu'ils et elles se vivent comme également il y a une responsabilité particulière au travers d'un métier dont on sent, dont on pressent et dont on ressent toute l'importance pour l'accompagnement de la transition écologique, sociale, sociétale des territoires. Et donc, c'est cette double appartenance à une génération et à un métier qui, je crois, fait et explique l'engagement de nos étudiants et nos étudiantes aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est vraiment, ça donne toute la coloration finalement de cette école, de son site et de leur vocation. Alors nous, au sein de l'école, on essaye d'accompagner justement ces transitions. Je crois que le paysagiste, alors moi je ne suis pas paysagiste, personne n'est parfait, mais je comprends, donc en étant dans cet écosystème, toute l'importance qu'ils ressentent à non pas mettre sous cloche, évidemment ils le font quand il le faut, mais surtout à accompagner des évolutions qui sont de toute façon inéluctables et qui ont toujours été à l'œuvre sur les territoires. Et donc j'ai l'impression que cette école, ici en tout cas c'est ce qu'on essaye de porter nous, y accompagne de manière particulièrement pertinente, de plusieurs manières. D'abord, je pense par la prise en compte des objectifs de développement durable dans cette science et ce travail et cet art du paysage, puisque c'est à la croisée des chemins pour moi entre science et art. En recherchant aussi d'une manière très opérationnelle, vous savez qu'on a cette particularité d'avoir des recherches opérationnelles, les doctorats par le projet, pour faire avancer finalement le savoir-faire en matière d'intégration de ces grands enjeux de transition sociétale et environnementale. Donc ça, c'est nos doctorants, c'est notre laboratoire de recherche en projet de paysage. Et puis, c'est aussi la particularité inhérente à nos modes d'enseignement, nos maquettes pédagogiques qui font qu'on privilégie, on apprend à ces étudiants à prendre du champ, à dézoomer, à investir le grand paysage et donc à être opérationnel et en capacité de prendre en charge des projets, quelle que soit
l'échelle. Et on sait que sur les grands enjeux de transition territoriale, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe autour et donc d'avoir une vision large des sujets, des problèmes. Donc ça, je crois que c'est quand même au cœur de la pédagogie de l'école et il me semble que c'est particulièrement pertinent pour embrasser ces grands enjeux de transition. Et puis aussi parce que on vit d'ailleurs aussi notre site, le potager, comme un espace de médiation, comme un lieu de discussion. C'est pour ça que je crois que depuis ces 15 jours, ces étudiants, ces étudiantes, et puis avec eux, les enseignants, les enseignantes, les personnes qui travaillent aussi au quotidien dans le jardin ont partagé vraiment ce besoin finalement de discuter, de dialoguer, de travailler ensemble sur des enjeux complexes qui nécessitent ce croisement des regards et cette fédération des énergies. Et ça aussi, on essaye de l'accompagner dans le cadre de l'école en privilégiant ces capacités de médiation, de prise en charge du dialogue, qui sont, je crois, au cœur même du métier de paysagiste sous sa valence de médiation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Vous parliez de décloisonnement et de territoire à élargir. Il y a un nouveau socle propédeutique qui s'ouvre à l'école du paysage de Versailles, en commun avec l'école d'architecture et l'école d'art de Cergy. Peut-être que vous pourriez en dire un mot, parce que c'est intéressant sur les transitions de la profession et aussi peut-être la nécessité de se fédérer pour avoir un dialogue et une approche commune avec les architectes et les artistes. Oui, on s'inscrit dans un paysage également pédagogique qui est très évolutif. On suit et on accompagne aussi ce mouvement en ayant mis en place donc cette première année de formation qu'on appelle APA, Art, Paysage, Architecture, et qui donc permet de former pendant 1 an des jeunes gens issus donc de Parcoursup afin qu'en fait, ils découvrent ces 3 disciplines et qu'ils puissent choisir l'une d'entre elles au terme de cette première année. Et souvent, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'ils arrivent avec une idée, ils ont envie de faire l'archi ou ils ont envie de faire paysage, et puis ils changent en cours de route. Donc, on voit toute l'importance et la pertinence de leur laisser quand même ce choix, y compris quand on est bien décidé, de manière à connaître les praticiens, les métiers qui, de toute façon, auront des interférences extrêmement forte avec le métier de paysage. C'est aussi ce qui est à l'œuvre sur notre site de Marseille, puisque vous savez ici au site de Versailles, mais on a aussi un site de Marseille qui intègre cette année l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Et donc, dans le cadre de cet institut, nous allons marier les 3 disciplines que sont l'architecture, le paysage et l'urbanisme pour être en capacité d'offrir de nouvelles perspectives en matière de fabrique des territoires, de fabrique de la ville, en donc essayant de fédérer ces 3 disciplines entre elles, et ça ouvre un champ des possibles absolument magnifique en matière de pédagogie. Donc on est extrêmement heureux de cela. D'une manière générale, nous essayons vraiment d'hybrider les savoirs et les compétences, de décloisonner les pédagogies et de permettre d'enrichir de cette manière le regard et la pédagogie qu'on offre à nos élèves. On est tous ici convaincus de la nécessité du paysage, n'est-ce pas? Il y a 26 écoles nationales d'architecture, il y en a vraiment beaucoup moins de paysages. Alors ça, c'est quand même un sujet, quand on sait les désirs, les ambitions des jeunes de s'investir dans ces sujets-là. Et par ailleurs, je crois savoir qu'il y a quand même des enjeux d'uniformisation. Je sais que les paysagistes sont assez réticents avec cette notion, mais quand même des cycles d'études afin de pouvoir s'harmoniser sur nos amis européens ou sur d'autres écoles pour donner à ces futurs professionnels plus de poids, plus de légitimité, plus de reconnaissance. Comment vous vous inscrivez à Versailles dans ces objectifs ? Justement, donc, nous avons engagé plusieurs exercices un peu projectuels qui sont extrêmement structurants pour l'avenir de l'école et de sa formation, au travers du projet d'établissement, au travers de la refonte de notre parcours de formation, dans lequel donc, nous avons intégré justement cette réflexion sur l'architecture de formation et sur la façon dont on s'inscrit donc dans cette architecture. Et à cet égard, bien évidemment, moi j'entends, et je ne suis pas la seule à l'entendre, cette volonté, cette envie d'aller justement vers un système peut-être
peut-être plus licence master, comme on peut le connaître et comme aujourd'hui c'est quand même assez répandu au niveau européen. Et donc on est en train de réfléchir tous ces enjeux. Il faut savoir aussi qu'il y a un enjeu numérique très probablement aussi, puisque les paysagistes sont encore assez peu nombreux finalement, notamment au regard de la promotion d'architectes. Donc il y a aussi une questionnement aussi sur cet accompagnement, cette croissance éventuellement numérique des effectifs, pas forcément consensus, donc il faut voir. Mais je pense qu'on a en tout cas des voies d'avenir qui se dessinent, parce qu'on sent bien qu'en ce moment, on est dans une dynamique qui intègre le travail des paysagistes au cœur de la commande, le plus en amont possible, dans les grands schémas territoriaux, dans les schémas d'aménagement. Et tout ça, ça va être un appel d'air pour le développement de la profession, auquel moi, je crois beaucoup. Et donc, à cet égard, moi, je plaide évidemment pour, mais je ne suis pas la seule, que nos étudiants intègrent au maximum la commande, que la maîtrise d'ouvrage s'ouvre à la profession de paysagiste concepteur. Et quand nous parlons de formation ici, nous parlons aussi de formation des élus, formation des aménageurs, pour justement leur faire prendre conscience de la profondeur du projet de paysage, de sa puissance transformatrice pour le meilleur et de manière acceptable, non seulement acceptable, mais désirable par la population. On sait, moi je viens de la transition écologique, donc je sais que c'est au cœur du projet de transition et c'est une condition sine qua non. Et donc, il faut leur faire comprendre que le paysage, c'est ça, et donc participer à leur sensibilisation, à leur formation. Nous le faisons au travers de nos chairs déjà, au travers de notre formation continue. Il y a vraiment moyen de frapper beaucoup plus fort, je pense, dans les prochains mois. Alexandra. Je pense que certains des interlocuteurs autour de cette table sont convaincus et pourront nous en dire un peu plus. Je pense que j'ai envie de me tourner vers toi, Henri Bava, donc président de la FFP, donc, qui organise ce palmarès. Toi, tu représentes la profession de paysagiste concepteur avec quand même l'idée de la défendre, un objectif un peu de lobby auprès du pouvoir public, auprès des tutelles, vis-à-vis des publics, la faire valoir, la faire connaître. C'est l'objectif de ce palmarès qu'on essaye de faire connaître ses lauréats. Quelles sont les nouvelles frontières dans les combats de la profession ? Avant de parler des nouvelles frontières, il y a les anciennes frontières. Et dès la formation de cette école, finalement, donc on parle aujourd'hui de décloisonner, de transdisciplinarité et autres, à la création de cette école, dans une école d'ingénieurs, enfin une école horticole au départ, des personnes, des individus sont venus, ont hybridé, on parlait d'hybridation tout à l'heure, ont hybridé cette formation d'ingénieur horticole en venant des arts déco, en venant des beaux-arts. Je pense à Corajou, Michel Corajou, Bernard Lassus. Ils ont rencontré, bien sûr, Gilles Clément, qui était lui-même étudiant, ingénieur horticole, et aussi déjà, lui, il avait fait une dernière année paysage, jardin, je crois, à l'époque. Donc, il y a cette hybridation dès le départ. Dès le départ, on n'a pas une formation unique, on a cette idée qui vient justement des arts déco, qui est le projet. Quand tu parlais tout à l'heure du paysage, est-ce que c'est juste à voir ou est-ce que c'est... Non, c'est un paysage de transformation. Se projeter, c'est déjà remettre en question les frontières. Quand tu parles de limites, c'est déjà poser la question des limites, poser la question de ce qu'on regarde, du territoire dans lequel on évolue, même de reposer la question de la parcelle dans laquelle on demande d'agir. Bien sûr, les paysagistes élargissent, regardent à côté, regardent aussi loin que le regard porte, ils ne s'arrêtent pas à des limites administratives. Et petit à petit, finalement, cette hybridation qui a pris corps dans cette école du paysage, elle a commencé effectivement à ne pas rester dans l'école, même s'il y a le jardin, ce rapport au sol qui est essentiel, que les étudiants ont bien magnifiquement décrit tout à l'heure, cette relation entre le vivant, le sol. On est dans un jardin potager, donc avoir une école qui est en lien avec le sol, c'est important. C'est important aussi de sortir des murs de cette école et de se confronter. Donc je parle des débuts de l'école dans les années 80, c'était déjà la question des banlieues, les grands ensembles. Et la modernité nous avait laissé de grands territoires urbains, mais où les gens sont encore malheureux, donc à repenser complètement. Donc il y avait on parlait de reconquête des interstices, des reconquêtes de tout ce qui avait échappé, soit à la construction des bâtiments, soit aux infrastructures. Et il fallait redonner du sens, repenser l'ensemble. On en est toujours là, sauf qu'entre-temps,
on a pris conscience d'autre chose. Alexandra en parlait, les étudiants aussi. Le climat, le grand paysage, la planète donc, est en mouvement. Gilles Clément l'a très bien expliqué, déjà il y a très longtemps, avec cette idée de jardin planétaire. Oui, nous sommes dans un jardin, il est planétaire. La planète, elle a des limites. Quand on agit à un endroit, il y a des implications sur d'autres territoires. Donc on est dans une sorte de vase clos, mais gigantesque. Et donc prendre conscience de ça, c'est déjà agir autrement. Donc on parlait des territoires, des banlieues, de tout ce qui fait l'urbanisme aujourd'hui, la ville, la campagne aussi. Donc les grands sites de France. L'ensemble de ces composantes qui sont importantes sont remises en question finalement par ce changement climatique qui a pénétré toutes les consciences. Et donc là encore, on peut s'appuyer sur l'histoire des paysagistes. On a des Jean-Claude Nicolas Forestier qui ont travaillé dans le monde entier à créer de nouveaux quartiers. Lui-même s'était inspiré de Frédéric Law Olmsted. Il y avait récemment à l'école du paysage un très beau symposium sur cette question. Donc les paysagistes ne sont pas, depuis longtemps, ne sont pas dévolus simplement aux parcs, aux jardins, aux espaces délimités. Ils ont toujours décloisonné la question. La preuve, Olmsted l'a montré très clairement. Et déjà, parfois sans le savoir exactement, ils ont agi sur le climat, sur la fraîcheur, ils s'accrochaient aux fleuves, à la géographie. Même chose pour Claude Nicolas Forestier. Donc aujourd'hui, c'est ça notre tâche. Donc quand on parle de décloisonner, de limites, penser la ville comme un paysage, faire en sorte que le paysage soit aussi un urbanisme, c'est-à-dire ne pas travailler uniquement là où on nous dit de faire, parce qu'on nous attend dans des endroits un peu plantés, et puis le reste, il ne faut pas toucher. Je pense que les paysagistes doivent redevenir comme Olmsted, justement, et Claude Nicolas Forestier, il ne faut pas avoir peur du mot urbaniste, être des urbanistes, ils sont paysagistes à plein, c'est-à-dire qu'ils sont au départ des actions, ils doivent révéler les sites et orienter. Pour orienter, il faut être au début et être en continu. Donc ne pas intervenir à la fin. Et c'est ça le combat des paysagistes de la fédération et ailleurs, ceux qui ne sont pas à la fédération, pareil, je crois, c'est d'être orientés pour prendre en compte justement le sol, le vivant, pour anticiper le changement climatique partout. Pas dans les espaces qu'on a prévus pour nous, mais partout. Et donc, un petit mot, parmi les 20 dernières années sur les Grands Prix de l'urbanisme, un quart sont paysagistes. Oui. Ça veut dire quelque chose quand même. Oui. Ça veut dire qu'on travaille à différentes échelles. On a déjà décloisonné. On n'est pas en train de... On n'innove pas sur cette question-là. On innove sur comment on va travailler avec l'eau, comment on va travailler avec le sol, avec le vivant. C'est là où il y a des innovations. C'est là aussi où on nous attend. C'est vrai qu'un quart des Grands Prix de l'urbanisme étaient paysagistes, mais pour combien d'architectes qui sont nommés pour des projets dont on pourrait penser qu'ils devraient relever de paysagistes concepteurs? C'est une profession qui, certes, doit sortir de son périmètre, parce que si elle ne le fait pas, d'autres viendront l'envahir, j'ai envie de dire, mais peut-être à bon escient, où il y a peut-être des pollinisations ou des croisements à organiser. Mais je crois quand même savoir que tu as quand même en tête l'idée de développer le projet de territoire. C'est quelque chose dont on a parlé. Peut-être que tu peux en dire un mot aussi ici, comme l'échelle dont tu supposes qu'elle serait la bonne pour aborder les enjeux de transition écologique en particulier. Tout à l'heure, on a parlé des méga-bassines, c'est toi qui en as parlé, oui, les méga-bassines. La question de l'eau. La question de l'eau, ça ne peut pas être une loi top-down, ça ne peut pas venir du haut des ministères et s'appliquer partout en France de la même manière. On est obligé de parler de bassin versant. On n'en est même plus à des questions simplement de limites administratives, communales, intercommunales, régionales ou départementales. Il faut que nous, on s'attache à la réalité physique. Donc on parle de bassin versant. Par où l'eau coule, comment on la recueille, comment il faudrait agir sur ces unités, ces entités qui, pour l'instant, quand elles sont à cheval sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, on a du mal à les attraper, ces bassins versants. Mais je crois qu'il y a tout un travail à faire avec l'administration, justement ceux qui gèrent ces différents territoires, et reposer des questions autrement.
Oui, donc La bonne échelle. Pour agir. Trouver la bonne échelle, c'est la question quand on parlait de révéler Oui. le dessous, effectivement, les nappes phréatiques, l'histoire des sites, la géologie, la géographie, mais prendre appui sur des données physiques, sur je parlais des bassins versants, je ne sais pas si on m'a entendu exactement. Donc, on a différents climats en France. On a différents sites, on a différentes manières de travailler les sols. On a des agriculteurs qui travaillent pas de la même manière en Normandie, à Marseille, ou enfin dans différents sites. Donc, les étudiants l'ont aussi très bien dit. Quand on travaille le social, on travaille avec des gens. Travailler le paysage, c'est travailler avec une population, avec des acteurs. Et les acteurs sont parfois acteurs manuels. Ils cultivent aussi, où ils vivent, ils développent des composantes urbaines, où ils festoient. Donc on a à travailler, à retrouver, on a un rôle médian, effectivement, mais cette médiation, elle doit être ancrée dans le territoire, ancrée dans des populations. Et c'est à nous paysagistes, d'être actifs. Quand on dit reconquérir, c'est de reconquérir des territoires et les redéfinir. On a parlé d'entité paysagère, on parle de... Enfin, il faut retrouver des sites, poser la question, ne pas attendre qu'on nous pose des questions. Trouver la bonne échelle de site. Trouver la bonne échelle et la bonne manière de poser des questions et tenter de l'imposer. C'est en ça qu'on a besoin d'être ensemble, les différents paysagistes de nos institutions, les paysagistes conseils de l'État, les paysagistes français, internationaux. Donc redéfinir vous-même les périmètres d'intervention. Absolument, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce travail que j'appelle un travail aussi urbain, mais qui est territorial, parce qu'il est agricole aussi. Oui. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de commandes. C'est l'angle mort, les territoires ruraux. Dans les paysages. Territoires agricoles. Et pourtant, c'est là où on nous attend aussi. Oui, tout à fait. Donc, il faut inventer la commande. Très bien. Il faut la pousser. Il faut pousser pour régler des problèmes qui, sans nous, sans les paysagistes, sans leur science du vivant, ne pourront pas se résoudre. Donc évidemment, je me tourne vers vous, Joël Beaugrasset, parce que vous êtes président des CAUE, donc votre échelle à vous, c'est le département. En plus, vous êtes élu au conseil départemental et vous êtes agriculteur. Donc est-ce que le département, c'est une bonne échelle de territoire ? Oui, absolument. L'échelle territoriale départementale permet quand même d'avoir aussi une vision plus large qui compose à la fois les bassins versants, les territoires, les connexions entre les territoires. Et l'exemple précis, j'ai une chance extraordinaire d'être dans un département, la Haute-Savoie, c'est un département qui est encore un réservoir d'eau important, à la fois grâce à nos glaciers, nos précipitations, mais qui vit les mêmes réalités que le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a également une fonte des glaciers et donc du coup, à très long terme, aussi une diminution de nos réserves en eau. Et donc, ces questions de paysage, on les approche. Alors, le paysage de montagne, il a été construit, c'est pour ça que j'aime bien reprendre l'idée du pays paysan paysage, parce que nos paysages ont été construits par nos petits paysans qui ont travaillé un peu partout, notamment à certains moments, dans les années 1000, par ces différentes abbayes qui se sont installées à différents lieux et qui ensuite ont travaillé sur des savoir-faire. Et il est vrai que le savoir-faire qui en reste aujourd'hui dans la tradition, c'est le fromage. C'est pour ça aussi qu'on vient toujours en montagne pour manger une raclette, une fondue ou autre fromage, c'est-à-dire associer ça avec la convivialité aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pour une question de conservation du lait en montagne. Parce que pour conserver du lait qui tourne en une demi-journée à la chaleur, eh bien, le meilleur moyen de le transformer, de le conserver en montagne, c'est de le transformer en fromage. Et ensuite, on peut le descendre dans la vallée pour le commercer. Et donc, cette activité agro-pastorale, donc de mobilité, pour partir d'un territoire du village ou du bourg, pour aller ensuite dans les montagnes l'été, c'est aller à la conquête des alpages, c'est aller à la conquête de la réserve qui est nécessaire de fourrage. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le paysan, en fait, même s'il aime sa nature, il la contient, il lutte avec en permanence, c'est-à-dire que les haies poussent, l'herbe pousse, enfin tout pousse. J'ai même remarqué l'automne dernier, après un passage d'une sécheresse incroyable, même dans nos montagnes, cette capacité de la nature à reprendre en automne, comme si on était un printemps, où quand je passais dans mes prairies, je me prenais les pieds dans l'herbe en me disant « mais c'est quand même incroyable, cette capacité à reprendre comme ça, et si un jour on disparaît, la nature elle va repartir et on n'aura pas de soucis ».
c'est nous qui créons des soucis à cette belle nature, et donc il faut aussi qu'on se remette en cause, peut-être, hein, c'est évident, mais sans éco-anxiété, j'aurais envie de dire, parce que à la différence, enfin, avec le paysagiste, la différence entre le paysagiste et l'architecte, c'est que l'architecte, il pourrait se poser des questions sur demain, quel type de matériaux il va avoir pour pas trop cher et avec peu d'énergie, alors qu'il me semble que le paysagiste peut arriver à faire de l'architecture de cueillette, entre guillemets, pour faire en sorte de pouvoir composer avec ce qu'il a sur place pour faire. Et ce qui veut dire à la fois s'adapter, s'insérer, être en toute discrétion. Et j'ai envie de dire, vous êtes les personnes normalement qui devaient rassurer le reste du monde en vous disant on va composer avec. Et ça, c'est important. Il faut sortir de la question de l'éco-anxiété parce que vous allez être là, à mon avis, pour recoudre les tissus aussi. Parce que quand je dis recoudre les tissus, le tissu urbain principalement, mais le tissu rural également. Et plutôt que d'aménager, il va falloir ménager. Donc il faut faire un jeu de mots. Un jeu de mots tout à l'heure que j'ai bien aimé juste derrière moi sur la pancarte, c'était sur le métier de paysagiste. Et c'était marqué « Je m'en friche ». Inversement, je me disais, ben tiens, inversement, moi en tant que paysan, je m'en friche pas parce que je n'aime pas la friche. Parce que je veux faire en sorte de pouvoir produire mes produits sur ce terrain. Et donc, je vais en permanence. Le printemps, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'aime voir bourgeonner, voir partir la nature. Mais en même temps, il faut la contenir. Parce que c'est mon activité qui doit prédominer par rapport à ce que la nature doit me mettre le pied dessus. Donc voilà, c'est ce rapport extraordinaire. Mais enfin, en même temps, c'est un rapport qui est formidable. Enfin, je veux dire, je ne me situe pas en tant qu'exploitant agricole quand je parle de ça. Je parle vraiment du pays, paysan, paysage. Oui, mais Joël, vous êtes donc exploitant agricole, on l'a compris, mais vous êtes aussi élu. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour que... Bien. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites pour les collectivités, notamment au milieu rural, dont vous venez, soient plus sensibles à la question du paysage et enfin recours au paysagiste concepteur, métier qui est reconnu depuis pas seulement très longtemps, mais 2015 quand même, et pour qu'on fasse appel à eux dans ces endroits où, en principe, ils devraient être entendus. Vous avez très bien dit les choses tout à l'heure. Il ne faut pas qu'ils arrivent en dernier. Hein, c'est typiquement comme lors d'un aménagement, bien sûr, d'un bâtiment public. Moi, j'ai souvent en tête les bâtiments publics puisque je suis élu. Le lot paysage et aménagement, on l'a mis soit dans le lot terrassement verdé. Donc, vous imaginez un peu le terrassier, comment il considère l'espace et comment il a travaillé la terre et qui, à la fin, il va vous mettre... pas forcément la terre végétale au bon endroit où ils vont en mettre une fine couche comme ça et donc de toute manière il n'y aura pas grand chose qui reprendra et ou alors effectivement à la fin et du coup à la fin comme au niveau du budget on est trop court on se dit bon bah écoute l'eau paysage donc comment on change la donne comme ça, comment voilà. On change la donne déjà c'est par la sensibilisation mais ce que je voudrais vous dire aussi c'est que le temps de l'élu n'a pas changé par rapport à ce temps-là, c'est-à-dire que le temps de l'élu c'est 5-6 ans, c'est le temps d'un mandat, on est d'accord et eh bien, il faut mettre en application ce que l'on a expliqué à ses électeurs. Et ça veut dire que la première année du mandat, on met tout le monde sur le grill à fond la caisse pour réfléchir au projet. Et puis après, il faut que année N3, N+3, il faut que ça sorte. Et donc, pour que N+4, N+5, ça fonctionne bien, et pour que ça nous permette de poursuivre, parce que je dirais clairement, le vrai travail d'un élu, c'est quand même sur plus de 10 ans pour qu'on arrive à vraiment voir le travail. Donc ça veut dire qu'il faut forcer les choses sur le premier mandat pour que les choses soient enclenchées et qu'on arrive au deuxième. 10 ans C'est important. Oui, voilà, 10-12 ans. Oui, le temps de 2 mandats, donc c'est 12 ans. Parce que c'est... Enfin, je veux dire... Mettez-vous en mode projet dans votre tête, et puis vous pensez au sujet. Entre le moment où on le pense... On le fait réaliser, on va le réaliser derrière les usagers, parce que la maîtrise d'usage est importante aussi, pour que les électeurs disent « Waouh, notre maire, c'est bien ce qu'il nous a fait, donc on va le réélire », ou inversement, merci Joël. Et donc, ça, c'est important. Et donc, si en plus de cela, en plus des contraintes qu'un élu peut avoir dans son projet de mandat, il a en plus des personnes qui disent « Oui, mais vous avez oublié, il faut parler des questions du paysage. Puis après, il faut passer sur les questions énergétiques. Et puis demain, il va falloir parler des matériaux. » Donc, vous imaginez que l'élu, quand il voit arriver tous ces bureaux d'études et tout ça, il y a une certaine exaspération si on ne le sensibilise pas. C'est le rôle, par exemple, des CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et c'est la fonction des CAUE de pouvoir accompagner les élus pour les mettre en confiance et leur dire « T'inquiète, ça va bien se passer ».
et pouvoir le prendre par la main et le faire avancer. Mon rôle à moi, ça va être de saisir la balle au bond que vous nous avez lancée. Ces 10 ans, c'est aussi les 10 ans qui nous restent pour réagir, si on veut non pas infléchir, mais essayer de pouvoir vivre avec un climat qu'on pourra supporter. Donc là, on a entendu quelques recettes françaises, quelques recettes de fondue, mais aussi des particularismes qui font la société française et la profession. Donc je me tourne vers vous, Mounia, parce que vous venez du Maroc et j'aimerais savoir si les problématiques sont les mêmes. J'imagine que la question de la transition climatique, vous la vivez encore plus durement que nous, puisque vous êtes aux avant-postes. La question de l'eau, c'est aussi celle que vous vous posez. Mais la profession s'exerce-t-elle de la même manière ou quelles sont les grandes lignes de clivage? Alors, c'est vrai que... Vous avez été formé à Versailles, je précise. Vous avez été formé à Versailles. Oui, alors oui, j'ai eu cette chance. On est une petite trentaine peut-être de paysagistes ayant été formés à Versailles dans les années 80, à l'époque d'Henri d'ailleurs, il y a toute une génération de Marocains qui ont eu une convention entre l'Institut agronomique de Rabat, la capitale, et l'école du paysage de Versailles. Donc on avait quelques Tunisiens, donc 2 ou 3, et puis 4, 5. Donc il y a un certain nombre de paysagistes qui ont eux-mêmes créé une formation qui est la formation d'ingénieurs paysagistes au sein de leur institut agronomique dans lequel ils ont été formés. Donc aujourd'hui, on a un enseignement du paysage qui est enseigné à l'Institut agronomique et vétérinaire depuis une vingtaine, trentaine d'années et qui forme des ingénieurs paysagistes reconnus par l'État en tant qu'architectes paysagistes. Et c'est un vrai débat aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'ai créé l'association en 2010 des architectes paysagistes du Maroc. Justement, c'est le même débat qu'en France il y a 30 ans, 40 ans, entre ingénieurs, paysagistes, concepteurs. On est dans le même débat. La profession de paysagiste n'est pas reconnue, donc on n'a pas de ministère de tutelle. Les appels d'offres, eh bien, c'est en bon vouloir et sensibilité des maîtres d'ouvrage qui commencent à comprendre l'intérêt d'intégrer un paysagiste. Donc là, récemment, je viens de gagner un appel d'offres en tant que mandataire pour une étude d'impact sur un fleuve qui traverse une ville. Donc je vais faire de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire avec un bureau d'études qui me suit et un architecte. C'est une première. Mais le maître d'ouvrage ne sait absolument pas ce que je vais faire, mais il a eu vent que les paysagistes avaient un regard pluridisciplinaire et que c'était peut-être intéressant et moins coûteux qu'un architecte. Donc on va essayer. Et en gros, c'est ça. Donc on tente. Et pour moi, c'est vraiment des occasions de sensibiliser ces élus, ces maîtres d'ouvrage et aussi les formations dans les écoles. Puisqu'aujourd'hui, cet institut agronomique forme plutôt de l'ingénierie. On est plus dans une vision technicienne, je ne vais même pas dire de l'aménagement du territoire, puisqu'on est dans l'échelle du micro, on n'est pas dans l'échelle du macro, donc on n'a pas du tout de regard sur le territoire, l'urbanisme tel que nous l'avons appris à Versailles, ni sur je ne parle même pas d'enjeux climatiques ou d'enjeux sociaux qui ne sont pas du tout des enjeux. Les enjeux climatiques ont toujours été de base une donnée d'entrée. On travaille avec des végétaux adaptés à la sécheresse. Ce n'est pas une question nouvelle. Donc on s'adapte depuis la nuit des temps. On a créé des systèmes hydrauliques depuis le XIe siècle. Donc on sait faire. On a une tradition agroécologique qui est là, qu'on a tendance à perdre par la mondialisation. On veut faire comme les Français, comme les Américains. On oublie qu'on a des traditions, des savoir-faire beaucoup plus adaptés à l'agriculture, aux espaces verts, parce on est des faiseurs d'espaces verts comme dans les années 70. On est vraiment on est dans cette période en retard. Donc la grosse question, c'est la formation. Adapter la formation aux vrais enjeux, puisque les projets que nous, paysagistes, quelques agences de paysagistes concepteurs faisons, sont des projets d'aménagement de territoire. Donc on a les mêmes projets que vous, sauf que nous n'avons pas la même puissance de frappe, en gros, et nous ne sommes pas reconnus. Donc les architectes travaillent à notre place ou nous intègrent en sous-traitant. Ah, vous n'êtes pas reconnu? Non. Donc c'est un débat, c'est un enjeu premier qui est là depuis 30 ans. Et notre association est en plein dedans. Donc on espère bientôt arriver à un objectif et avoir notre ministère. Voilà. Et notre école aussi. Une école de paysage, puisqu'aujourd'hui, le paysage est enseigné dans cet institut agronomique, mais aussi dans plein d'écoles d'architecture privées qui sentent bien que le vent tourne. On parle de développement durable, changement climatique, c'est bien les modes, c'est très à la mode politiquement, il faut faire politiquement bien.
Donc on s'accapare cette formation de paysage, c'est pas mal. Donc il y a des masters paysages, mais sans prof et sans enseignement et sans programme, dans une école à Fès, à Casars, à Rabat. Donc voilà. Et on me dit, ah madame, avec quelle école on pourrait s'associer en France ou ailleurs? Donc on cherche des partenaires, mais on n'a pas de programme. Donc il y a un vrai enjeu, il y a il y a un commencement de prise de conscience de l'importance du paysagiste et de la profession de paysagiste comme aménageur, mais de manière plus large. Alors 30 ans, c'est aussi l'anniversaire de la loi paysage, et ça fait aussi 30 ans qu'existe l'association des paysagistes Conseil de l'État. Donc je me tourne vers vous, Catherine Bouette-Villomez, puisque vous en êtes la présidente. Une présidence qui est tournante, je le rappelle, tous les ans ça change, c'est comme pour les architectes Conseil de l'État. Donc ça n'aide pas vraiment non plus à la continuité en tout cas pas dans le mandat, mais en tout cas dans les revendications. Donc en 30 ans, est-ce que vous pensez qu'on a réussi à faire prévaloir une vision qualitative du paysage plus que quantitative? Parce que je sais que c'est votre cheval de bataille. Oui, alors c'est pas facile d'arriver à la fin. Ça, c'est toujours donc c'est compliqué parce que tout le monde a parlé, a dit des choses passionnantes et je pense que la position qu'on a en tant que, alors je vais parler en tant que paysagiste Conseil de l'État, c'est à la fois un rôle de concepteur, parce qu'on est concepteur quand on est paysagiste Conseil de l'État, et on accompagne aussi la mise en œuvre des politiques public, donc au niveau des services de l'État. Donc ça nous met un petit peu à la croisée des enjeux qu'on a discutés aujourd'hui. Enjeux de transformation, enjeux de formation, enjeux de sacerdoce. Moi j'ai entendu les étudiants avec vraiment cette espèce de logique de sacerdoce et comment ils allaient s'impliquer avec une espèce de besoin, d'envie que je trouve, et je me mets à leur place, assez angoissante, parce que s'engager comme ça pour une vie, il y a quelque chose qui fait un peu peur, surtout par les temps qui courent, et surtout dans l'incertitude dans laquelle on est encore, nous, 30 ans après la loi paysage, c'est-à-dire dans une forme, je pense qu'il faut se le dire pour pouvoir rebondir, d'invisibilité. On reste quand même la profession d'aménagement de l'espace la moins visible. D'ailleurs, on a des CAUE, il n'y a pas de P dans les CAUE. On a des conseils donc en architecture, urbanisme et environnement, mais ça dit beaucoup. La loi des CAUE date de 77. Nous, la loi paysage date de 93. On aurait pu trouver le temps de mettre un petit P, ce CAUE, et en 30 ans, on n'a pas trouvé le temps. Donc ça dit quand même de notre invisibilité, nous, professionnels. Et aujourd'hui, en tant que paysagiste Conseil de l'État, on voit cet horizon des 30 ans qui arrive, 2023, donc les 30 ans arrivent aujourd'hui, et on se dit, maintenant c'est bon, maintenant ça fait 30 ans que la loi existe, ça fait un grand nombre d'années que les écoles de paysage forment des paysagistes, il est peut-être temps qu'on gagne en visibilité, il est peut-être temps qu'on gagne en différenciation de nos confrères. On sait très bien qu'on travaille avec les architectes, les urbanistes. On est des métiers, on est vraiment un métier au cœur de toutes les disciplines, et c'est ça qu'on revendique, et c'est ça qu'ont dit les étudiants en disant aussi, on est dans une forme de complexité. Cette complexité, elle est importante, elle est réelle, elle est le socle, mais on ne doit pas disparaître derrière cette complexité. Et la posture qu'on a, nous, paysagiste concepteur, paysagiste Conseil de l'État, c'est d'être dans une position souvent un peu humble, qu'on revendique dans cette humilité dans le rapport. Et cette humilité, elle nuit à notre visibilité. Alors c'est un peu malheureux, mais il va falloir quand même qu'à un moment on en sorte pour qu'on arrive à prendre la place qui est la nôtre et à faire la question que vous nous posiez, c'est-à-dire sortir d'un aspect quantitatif du paysage relégué à un feuillet dans une étude d'impact avec un petit volet paysage au bout d'une étude d'impact pour qu'on devienne vraiment quelque chose qui est à notre place, c'est-à-dire plus à l'amont, dans la planification. Monsieur parlait de la difficulté dans un mandat de faire émerger un projet, qu'il fallait du temps. On a des outils. Les outils de planification nous permettent de transformer réellement les territoires. Les paysagistes ont toute leur place pour être à l'amont de ces transformations. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi qu'on se batte là-dessus, c'est-à-dire qu'on revendique notre capacité, notre pertinence, notre légitimité à intervenir dans les champs de l'urbanisme, de la transformation, en étant vraiment initiateur.
Merci. On va donc, vous voyez que la lutte pour le paysage, le combat pour le paysage ne fait que commencer. Peut-être une recommandation personnelle et puis aussi une mention. Je sais que vous êtes différents acteurs, on l'a vu, inscrits dans différentes institutions, parfois l'État, le département, etc., chacun à vos échelles. Mais c'est quand même un paysage relativement morcelé auquel on assiste quand on est extérieur, et un peu une incitation peut-être à vous fédérer, à vous rassembler. Peut-être aussi la multiplicité des prix nuit-elle à leur visibilité. Pourquoi avoir un seul palmarès du paysage avec le Grand Prix du paysage? Enfin, c'est des choses auxquelles on peut travailler, que les APCE travaillent avec avec les architectes conseils, avec les paysagistes conseils, la France avec le Maroc. Donc je vous incite à plus de lutte en lien. Donc merci, on vient de finir cette première séquence. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc le fameux palmarès du paysage 2023, sa 3e édition. Une édition qui a essayé d'être moins prolixe, un peu plus resserrée que l'édition précédente, parce que quand on avait, je crois, 21 prix l'année dernière, cette fois-ci, nous en avons 8. Alors vous allez voir, c'est pas que simple, c'est complexe, c'est toujours un peu multiscalaire et on comprend pas toujours nécessairement. Mais je vais essayer de vous résumer la manière dont je l'ai compris. Donc le prix de la FFP, en gros, il y a 3 types de personnes qui vont être récompensées. Il y a les étudiants avec des prix diplôme, il y a les chercheurs avec un prix recherche, et il y a les praticiens avec un prix réalisation qui lui-même viendra distinguer des études, des projets et des projets de participation. Donc je vais rappeler rapidement la composition du jury de ce palmarès pour remercier les 8 jurés qui y ont participé. Donc nous avions les 8 jurés délégués des régions de la FFP, plus 3 personnalités invitées. Donc les jurés qui font partie de la FFP, c'était la slide précédente, donc on peut les nommer au moins, comme Emmanuel Bonneau, Jérôme Marquis, Frédéric Fouan, Pierre-Marie Bichet, Gwenolé Le Moaligou, Anaïs Léger-Smith, Gwenaël Charrier et Cyril Desrobert, donc tous membres de la Fédération française du paysage et attachés à l'une ou l'autre des régions qui composent cette Fédération française. Cette année, on avait 3 personnalités invitées, dont 2 qu'on a entendues. Mounia Benani, donc cofondatrice de l'Association des architectes paysagistes du Maroc, mais aussi Catherine Bouette-Villomès, donc pour l'Association des paysagistes conseils de l'État, mais également Nicolas Sana, qui je crois ne peut pas être là ce soir, et qui représente la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Donc merci à eux de bien avoir voulu participer aux délibérations. Et je vais céder la place à un partenaire sans qui ce prix aurait du mal à exister. Donc ce partenaire, c'est Cinographe. On leur doit ce joli trophée que nous allons pouvoir remettre à chacun des lauréats. Donc j'appelle Vincent Chalère, s'il est arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Raphaël Tourillon, il était là tout à l'heure, oui. Ah, il est encore là, bravo. Et vous allez pouvoir nous dire un mot de votre entreprise et du prix que vous avez réalisé, enfin ce trophée que vous avez réalisé. Donc je vous invite à parler dans ce micro, oui, si vous voulez bien. Bien, bonsoir. Je suis très honoré d'être là ce soir et de participer à cette remise des trophées du palmarès. Donc ça fait un peu... C'est le moment de remerciement quand on est derrière le pupitre. Donc on va remercier la FFP pour nous avoir fait confiance un peu rapidement, effectivement, pour l'exécution de ce trophée. Il est magnifique. Il n'est pas de notre création, il a été créé par un artiste qui s'appelle Romain Catenos, si j'ai bien une bonne mémoire. Et nous, on l'a réalisé. Ça c'est un petit peu notre formule. Dans notre métier, on pourrait se caler comme réalisateur. Vous faites des projets, nous les réalisons. Et bien aujourd'hui, on a réalisé vos trophées, on en est très fiers. Et puis, on va pouvoir passer à la distribution. Ok, merci beaucoup. Donc peut-être votre entreprise précisait que vous réalisez des aménagements urbains et du mobilier. Je fais comme si vous nous connaissiez tous absolument par cœur. Mais voilà, ça mérite d'être dit quand même. Hein. Donc Cinographe pense et réalise des mobiliers urbains depuis au moins autant de temps que la profession
concepteurs du paysage existent. Chez nous, ils s'appellent encore des architectes paysagistes. Vous avez un centre d'intérêt au moins de la part des gens qui travaillent les projets avec vous. Et ce qu'on a à partager avec vous, c'est aussi cet amont. C'est-à-dire que j'entendais Henri déclarer qu'il fallait être très tôt sur les projets pour vous. Ben, pour nous, c'est la même manière pour arriver à s'intégrer, à le comprendre et à réaliser à l'image de ce que vous souhaitez dans vos objectifs. Et ben, c'est de nous faire appel à nous assez tôt, même très tôt. On est là pour ça. Merci. Donc ça allait sans dire et ça va mieux en le disant. Donc on va remettre la première série de prix et donc on va récompenser des étudiants. Donc ce sont des prix qui sont remis à qui distinguent des diplômes. Et je vais appeler pour le remettre Gwenolé Le Moaligou, juré, et donc délégué FFP pour la Normandie. Merci à vous, Gwenolé. Merci, bonsoir à tous. Alors, on va voir quels sont les nommés. Alors, les nommés, vous les avez là. Il y en a 4. Simon Mess, Sarah El Saman, Ayoa Elisald et Bruno Pancrazi. Et donc, vous voyez qu'ils appartiennent à des écoles différentes, Blois, Paris, Bordeaux, pour 2 d'entre eux. Et le lauréat est, pour le premier prix... Alors, c'est Simon Mess. Je ne sais pas s'il est présent ce soir. Simon Mess. Voilà, qui effectivement nous a proposé un très beau travail de diplôme sur une thématique agricole avec de très belles illustrations. Alors, il y a un petit texte qui a été rédigé, il n'est pas de moi, mais je vais le lire. En revanche, je vais esquiver la prononciation. Comment s'appelle ce site ? Vous avez un micro. C'est pas le site, c'est le titre. C'est juste, ça s'appelle Auf dem Weg, qu'on dit en alsacien, c'est sur le chemin. En allemand sur aussi. Le chemin, voilà. Viticulteurs et habitants alsaciens face à l'abandon. Voilà la question, que peut le paysagiste face à un paysage dont les éléments les plus caractéristiques s'effacent du fait du dérèglement climatique ? Et donc à travers une réflexion sensible, Simon Mess montre que le projet de paysage co-construit avec les acteurs d'un territoire peut agir concrètement sur le regard porté sur un lieu et plus encore sur les pratiques qui y ont cours. L'abandon n'est pas un renoncement au paysage, le paysage ne se perd pas, il se transforme et le paysagiste a un rôle central pour accompagner ces changements. Voilà, et donc on a vraiment bien apprécié ce travail. Peut-être Simon, vous pouvez venir nous expliquer en 2 minutes ou un peu plus votre projet si vous le souhaitez, parce qu'on va le découvrir à l'écran à travers une série de diapositives qu'on a bien pu rassembler. Et c'est pas vous qui pouvez contrôler l'ordre, c'est pas très agréable, mais sans suivre les diapositives, peut-être en dire 2 mots de plus que ce qui a été dit. Oui, si vous voulez, oui. Forcément, j'ai une pensée un peu émue pour... ça a beaucoup été un travail de terrain, et du coup, j'ai une pensée émue pour les habitants, les élus, et plus particulièrement les viticulteurs donc de Stotzheim, d'Eichhofen et d'Andelot, qui m'ont accueilli, je crois, il y a quasiment 1 an, sur cette période-là. Donc en mairie, où ces dessins ont été réalisés sur place, et en fait, c'est eux qui m'ont guidé, et ce travail, il n'aurait pas la même saveur sans eux. Donc je tiens à les remercier aujourd'hui. Merci à vous, c'est gentil. Vous lui remettez le trophée ? Attention, il ne pas trop lourd. Il y a un sens. Il faut que ce soit le bon. Alors, ils sont pas... Premier prix réalisation. Premier prix diplômé, il est ici. Je l'ai trouvé. Merci beaucoup. Félicitations. Vous allez ramener une figure. Alors vous restez avec moi parce qu'il y a 2 prix. Il y avait un premier prix et il y a une mention spéciale qui va à... Alors là aussi, il va falloir m'épargner un petit peu. Alors ce deuxième prix, donc, qui s'appelle mention spéciale, va aller à Ainoa Elisald, qui nous a proposé un très beau travail qu'elle a nommé « Célébrer la nature à la mémoire des sorcières basques ». Parce qu'elle est là. Bravo. Félicitations. Alors du coup là, c'est moi qui ai écrit le texte, j'espère que je vais réussir à me relire.
Donc ce travail met en valeur un mythe traditionnel du Pays Basque à travers le fameux génie du lieu. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On parle souvent du génie du lieu dans nos travaux. C'est un terme qui est souvent apprécié de nos clients. Nous, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Là, on sait vraiment ce que ça veut dire parce qu'on est au sens propre. Et donc, il y a effectivement une espèce de féerie qui se dégage de ce territoire. Tu avais choisi un site absolument incroyable que tu as illustré à travers des photographies. On est vraiment dans le génie du lieu. Et il y a quelque chose, moi, qui m'avait particulièrement touché dans le vocabulaire graphique de ton travail de diplôme. C'est que tu as utilisé quelque chose qui aurait pu être utilisé en bureau d'études. On dirait de l'AutoCAD, mais c'est magnifique. Voilà, donc félicitations. Voilà, et aussi quelques très très belles photos. Mais on va vous passer la parole, surtout. Ah, moi je veux bien continuer. D'accord, alors encore un petit... Non, je plaisante. Pour nous expliquer quand même la mémoire de ces sorcières, pourquoi Oui, on m'entend ? Oui, attends. Oui, on t'entend ? Je pense que oui, ça peut paraître un sujet un peu atypique pour une paysagiste. C'est d'ailleurs ce que m'avaient dit au tout début mes professeurs quand j'avais expliqué que je voulais faire un mémorial pour des femmes qui avaient été brûlées vives. On m'avait dit oui, mais tu es paysagiste, tu n'es pas plasticienne, tu ne vas pas faire de monuments, tu n'es pas architecte, tu ne vas pas faire un musée. Et donc c'était intéressant ce que vous disiez lors de la table ronde, c'est que en fait, j'ai prouvé tout le long que je voulais être une paysagiste qui rassemble des disciplines. Donc je parlais du paysagiste symbole, de son étymologie qui veut justement rassembler des disciplines, donc de l'histoire, de l'artistique, des sciences, etc. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est surtout effectivement grâce à ce lieu qui en fait parle de lui-même et qui, si un jour vous avez l'occasion d'aller sur ce lieu, en fait il n'y aurait pas besoin de faire grand-chose. Juste de le révéler, c'était très passionnant pour moi. Et donc un sujet très personnel, avec une question peut-être personnelle, vous aviez un lien avec ce site ou cette histoire ou comment vous êtes arrivé à ce projet ? Oui, alors je suis du Pays Basque, comme vous pouvez voir mon prénom et mon nom de famille. Et donc Sars, c'est sur la limite, c'est à la limite entre la France et l'Espagne au sud-ouest. Et donc pour revenir aussi à ce qui a été dit à la table ronde sur les limites, j'en ai parlé dans mon diplôme de fin d'études, dans mon projet de fin d'études, pardon, sur justement le fait que les limites sont seulement administratives et donc dans les cartographies, dans la géographie, on a souvent voulu tracer ces limites qui sont en fait invisibles pour nous, paysagistes. Et donc c'est aussi ça que je voulais faire, un paysage, un projet pardon, qui veut relier deux parties, donc qui administrativement sont de deux pays. De pays avec une limite franche. Et donc je voulais faire un projet qui justement efface cette limite-là et se pose sur ces deux côtés. Voilà. Donc Sars, c'est côté français, c'est là où j'ai vraiment trouvé ce lieu où j'ai fait mes plans, etc., qui est relié en fait à un sentier existant, à un musée, le musée qui existe vraiment du côté espagnol, mais qui en fait à 1 heure à pied est totalement parcourable. Ok, merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Alors, le prix. Bravo, merci. Donc, on va passer à une seconde partie. Donc, cette fois-ci, on va récompenser des recherches qui sont menées par des chercheurs, mais qui sont eux-mêmes paysagistes concepteurs, si tout va bien. Donc, pour remettre ce prix, j'appelle Béatrice Julien Labruyère, secrétaire générale de la FFP, à côté de moi. Bienvenue, Béatrice. Alors, suspense. Donc, pour le prix Recherche Paysage, le lauréat est Mathieu Lucas, Studio Mathieu Lucas. Pour un jardin bioclimatique, un projet de préfiguration d'un espace public minéral à Grenoble. Est-ce que tu veux en dire un mot ou est-ce qu'on passe directement la parole à Mathieu ? Ah, si vous êtes deux. Alors, on a un petit texte qui a été rédigé par le jury. Moi, je n'étais pas dans le jury.
Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Lucas lors de sa Villa Médicis, autour de ce sujet grandissant sur le vent, les courants d'air et les flux. Et je vous invite à suivre son travail parce que c'est assez percutant par rapport à nos sujets de bioclimatisme urbain. Donc, ce sujet est un projet de jardin bioclimatique, préfiguration d'un espace public minéral à Grenoble. Cette mention spéciale récompense un projet de recherche-action sur les effets bioclimatiques de l'aménagement d'une placette urbaine densément plantée et équipée d'une architecture légère, que tu appelles vélum, qui est un vélum en tissu dont tu vas pouvoir nous parler, qui capte les vents et apporte aussi de l'ombre. Cette mention spéciale révèle tout l'intérêt d'associer une démarche de recherche à une démarche de projet pour fabriquer une esthétique singulière qui fait progresser les savoir-faire et mettre en scène le processus de recherche comme poétique du lieu. Bravo Mathieu. Bravo, bravo. Simplement pour vous dire que tous ces projets, nous sommes très heureux à la Fédération française du paysage de les capter à travers ce palmarès. Et nous avons préparé une petite aussi édition papier de ces travaux. Et c'est vrai que pour nous, à la Fédération, c'est très important de pouvoir les capitaliser, défendre le métier avec ces travaux-là. Et notamment celui-ci en recherche, sur notre prix recherche, est très important parce qu'il prouve aussi, par rapport à notre métier, notre approche, avec ces captages que vous avez fait pendant 18 mois sur cette recherche du ressenti climatique et des mesures qui ont été prises, on peut prouver effectivement les services bioclimatiques de nos projets. Et ça, c'est très pédagogique et ce sera très intéressant, au-delà d'être un projet qui est très beau. Merci beaucoup. Donc peut-être un mot, c'est vrai qu'on a entendu des choses comme la Villa Médicis, c'est pas... on voit déjà ce lien art et paysage, manifestement. On sait que vous avez aussi un background, vous avez travaillé, me semble-t-il, chez Bassmet, si je ne me trompe pas. Et donc on vous laisse dire un mot, ce que vous voulez absolument sur ce projet ou sur votre vision du paysage. Bien sûr. Merci beaucoup. On est très touchés parce que c'est un prix important pour... de jeunes agences, parce que c'est un projet co-dessiné avec les architectes Pix. C'est eux les auteurs de ce beau vélum. Ce projet, il est parti d'un marché assez simple de conception-réalisation sur une place, un peu exposée. Il y a une halle Prouvé, la Alpe Congrès, dessinée par Jean Prouvé. Et sur cette place, loin des quartiers habités, le marché, on l'a pris en disant « Ok, sur 6 mois, on va tenter de transformer immédiatement les températures de la place ». Et donc on a proposé de dessiner un jardin temporaire en ramenant de la végétation, donc une pépinière temporaire avec des arbres, 130 arbres qui sont en jeûne, en pot, sur dalle. On a ramené du mobilier, de la pierre recyclée, d'une carrière toute proche, et on a ramené de l'ombre avec ce grand vélum en toile agricole. Et ce jardin est aussi un jardin de mesure. On a travaillé avec Urbasens pour capter en permanence, mesurer la capacité de rafraîchissement du jardin, les polluants, les températures, l'humidité. Et on a réussi comme ça à diminuer sous ce vélum la température de 4 degrés, à supprimer les journées de très fortes canicules. Et c'est ce marché de préfiguration qui devait durer 6 mois, s'est étendu. Ce jardin va rester 2 ans et on va continuer. Et on va maintenant penser à pérenniser l'installation. Je ne sais pas si ça... Vous m'entendez? Oui. Donc moi je représente l'agence Pix, donc on est architecte, on travaille avec Mathieu, on a été formés ensemble chez Bassmet en fait. Ça résonne assez avec ce qui a été dit autour de la table ronde. C'est un projet qui est pluridisciplinaire, ou en tout cas même qui dépasse ça, qui essaye de dire aussi que architecture et paysage ne sont plus distincts, mais fonctionnent comme un seul et même écosystème. Et ce vélum répond à la végétation, et le mobilier vient lui-même aussi répondre à cette végétation, ce paysage. Le vélum plus particulièrement en fait devient une sorte de dispositif saisonnier qui est conçu pour être donc qui est une structure légère, facile à monter, à démonter, avec des budgets qui sont qui ont été assez contraints. C'est un projet qui a été fait en 1 an, études comprises et mise en place comprise. Donc c'est aussi essayer de faire la démonstration qu'on peut être extrêmement efficace et
réactif dans des projets urbains où souvent aussi la question du temps, des études et de qu'est-ce qu'on est capable de faire rapidement. Et là, voilà, on a essayé de faire cette démonstration-là aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup, bravo. Et du coup, vous me tendez la perche quand même. J'ai envie de tendre la perche à Henri Bava parce que tout à l'heure, pendant la table ronde, il y a un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi parce que ça te tient à cœur et ce projet nous donne l'occasion. C'est la question des datas. Parce que le paysage, on a vu, c'est ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est notamment les données. Et toi, tu voudrais inviter la profession à se saisir de ces données qu'on réserve à des ingénieurs, à des VRD, et que c'est d'après toi le sésame et que c'est comme ça qu'il faut concevoir l'avenir. Peut-être tu peux dire un mot en particulier sur ce projet ou sur cette question-là, mais pas 10 minutes. Hein. Non, mais tout à fait. C'est d'une part un très beau projet, rapide, vous l'avez dit, donc c'est très étonnant d'arriver aussi vite au but. On a vu tout à l'heure qu'avec des élus, on avait besoin d'aller vite pour que ça passe dans les fameux 5 ans, voire 10 ans. Donc là, on en est loin. Et effectivement, les paysagistes ne vont pas facilement vers les data, donc vers tout ce qui est numérique, parce qu'ils ont l'habitude de jouer avec le temps, de travailler sur le temps long. Mais en même temps, ils sont habitués à ce que les plantations vont de fait diminuer la température et autres. Donc il y a une action qui va se faire, qui va découler du projet. Et en même temps, justement, pour séduire les élus, pour argumenter et pour mieux comprendre les implications de ce qu'on produit, on a besoin de chiffres, de données. Et de plus en plus, il y a aussi une génération qui travaille énormément avec les data, avec les ordinateurs. On peut utiliser ça. Ce n'est pas contre le projet, c'est au contraire, ça vient agrémenter. Et le rapport dans les villes et le rapport à la population, la simulation de ce qui va se passer est essentiel. Donc je sais que les architectes adorent ça, ils travaillent facilement avec ça. Là, vous parlez du Vélum, moins 4 degrés et autres. Donc la simulation de la baisse de température, elle est claire. Les paysagistes le font, mais ont plus de réticences. Je pense qu'il faut traverser ces réticences, aller au-delà et s'en emparer, là aussi. Merci Henri. Merci à vous et bravo. Petite blague, en échange du prix, tu peux devenir membre actif de la FFPI de France. Tout le monde a entendu? Non, bon, c'était une private joke alors. Ok. Bravo. Alors, donc maintenant on passe dans la troisième grande famille de prix, c'est-à-dire des prix qui vont récompenser des paysagistes, concepteurs, praticiens, on va dire. Et donc là, on va remettre une première sous-catégorie qui est le prix études urbaines et grands paysages. Et pour le remettre, j'appelle de nouveau Catherine Boiteville-Yomez, donc présidente de la PCE, qui va nous indiquer, attention, qui sont les nommés. Donc il y en avait 2. Miguel Georgiev, Atelier Coloco pour un plan de paysage sous-marin, ou Conchetta Sangrigoli de l'atelier Nous. Et le ou la lauréate est... Le premier prix, le lauréat est Conchetta Sangrigoli. J'ai mal prononcé, peut-être. J'espère pas avoir prononcé mal. Ouais. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Non, bravo. Double surprise. Quelqu'un n'écorche pas mon nom. Peut-être tu veux dire un mot, Catherine. Alors, et après je vais me livrer au même exercice que tout le monde, c'est-à-dire de lire un texte que je n'ai pas rédigé. Donc je vais essayer de lire avec voilà, de l'intensité quand même. Donc le jury du palmarès a été sensible au processus participatif mis en place dans cette stratégie paysagère de grande ampleur, préalable à toute réalisation, afin de repenser les espaces publics de ce quartier isolé à forte densité. L'objectif est clairement de le placer en continuité avec d'autres espaces publics de son voisinage préalablement identifiés et à une plus vaste échelle avec le coteau et les structures vertes régionales. Ce nouveau tissage urbain embrasse ainsi l'ensemble du quartier et l'ouvre à de nouveaux usages et mobilités. Et je rajouterai, c'est super, c'est la programmation, donc c'est là où on a envie d'être aussi, et pas que en maîtrise d'œuvre, donc c'est formidable. Merci. Bravo à vous. Peut-être on vous laisse explorer un peu ou préciser certains angles ou certaines approches qui vous sont chères. Oui,
Alors d'abord, merci pour le quartier aussi, parce que je pense vous êtes tous des praticiens, vous avez souvent l'expérience des quartiers en renouvellement urbain, et vous savez la difficulté à financer ces projets, et celui-là, ça en fait partie, donc j'espère que ce prix aide à avoir un financement et pouvoir aboutir et aller au-delà de la programmation, qui est une étape fondamentale pour l'espace public, mais qui ne suffit pas. On a envie de voir ça vivre, on a envie de voir tout ça pousser. Sur ce projet, en 2 mots, ce qui a été vraiment important et prégnant pour nous par rapport à d'autres projets, bien sûr l'inscription dans une logique régionale qui était très forte et travaillée par ailleurs par d'autres paysagistes dont l'agence Terre, mais aussi la compréhension des logiques qui sont propres à ce quartier et à la population de ce quartier, où on s'est retrouvé complètement en dehors de notre espace de confort. Un exemple surtout, par exemple, on a travaillé avec des grandes familles. Et donc, les espaces publics, il fallait les penser pour ça, par des familles avec des enfants de plusieurs âges et puis des fonctionnements collectifs très, très différents. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une série de grands espaces publics qui viennent remplacer un morcellement qui ne fonctionnait pas. Et puis, c'est une magnifique dernière chose. Je remercie beaucoup mon équipe, 3 filles géniales qui sont là avec moi. Et voilà. Merci. Merci à toi. Non, alors moi je précise quand même que c'était à Montreuil, parce qu'à force de parler de choses comme ça, éthérées, intelligentes, intellectuelles, quelquefois on oublie de préciser son site, donc Montreuil c'est facile. Ouais. Donc c'était à Montreuil, voilà. On va passer à la prochaine catégorie. Merci à vous, bravo. Alors, on va passer toujours dans la catégorie réalisation, mais cette fois-ci réalisation réalisée. Donc prix des praticiens, pour les praticiens. Donc j'appelle Henri Vava pour le remettre. Donc les prix réalisation. On a de nouveau 4 nommés: Marion Talagrand, Aurélien Albert, Pénélope Haas, Sylvain Gray, et le ou la lauréate pour ce premier prix, c'est Henri. Le premier prix réalisation est attribué à Aurélien Albert et son agence Gamma, implantée à Toulouse et à Tours. C'est une découverte du canal dans le quartier de Loumet, dans la ville de Pamiers. Il n'est pas là? Il est là, il est là. Oui. Bravo Aurélien. Donc le thème, c'est la réouverture du canal, qui fédère tout à coup autour de lui les aménités urbaines retrouvées, des usages, des espaces de détente, de repos, de contemplation. L'effet est saisissant de cette métamorphose des lieux, et aussi l'audace du projet, parce tu vas nous expliquer tout de suite comment tu as fait. Et sa transcription dans une écriture patrimoniale a été très, très appréciée par le jury. Le projet marque la reconquête de l'eau qui a structuré l'urbanisation de la ville. C'est un projet remarquable par le symbole qu'il porte, retrouver les traces de l'ancien réseau hydraulique tout en mettant à distance la voiture en ville, et apporter aussi une respiration aux bâtiments patrimoniaux qui longent ce cours d'eau. L'écriture reprend le vocabulaire local, maçonnerie de briques, garde-corps en ferronnerie, au dessin épuré, en référence aux ouvrages existants de la ville. Donc finalement, Aurélien, avec son équipe Gamma, travaille le dessous de la ville, donc réouvre, révèle et reconstitue complètement, réorganise le tissu urbain autour de cette eau retrouvée. Donc bravo, merci Aurélien. Je te laisse le mot. Merci beaucoup. C'est une belle reconnaissance et que je partage avec effectivement toute mon équipe. On est en Ariège, au pied des Pyrénées, et ce canal, il date du XIIIe siècle. Il était au départ défensif, puis il a servi à l'industrie du pastel jusqu'au XIXe siècle. Et dans les années 1930,
comme dans beaucoup de villes, la voiture a pris beaucoup de place. Et en fait, il avait été totalement recouvert par une infrastructure comme voilà, pour faire un parking. Hein. Et finalement, c'était un peu comme un tapis sous lequel on met la poussière aussi. Donc, on a redécouvert donc la dalle et le canal. On a découvert aussi tout ce qui s'y rejetait dedans et qu'on avait un petit peu oublié. Donc, tout le travail a été de remettre un petit peu, de retrouver le contact à l'eau, de redonner un peu de la place au végétal, de refaire un lieu de vie pour le quartier, un lieu dans lequel peuvent se créer aussi des événements, ce qui n'existait pas autrefois. Et puis voilà. Et on remercie la maîtrise d'ouvrage qui avait ce programme assez fort et assez ambitieux. Et ils nous ont suivis tout le long. C'était important. Et on remercie les paysagistes qui ont fait des merveilles. Ouais. Merci à toi. Et bravo. C'est lourd. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on va remettre le 6e prix, qui est une mention spéciale dans cette catégorie du prix réalisation. Et Henri Bava, il revient à... La mention spéciale dans la catégorie réalisation est attribuée à Pénélope Haas. Bravo. Pour un aménagement frugal en Baronnie. Donc les villages de Montjoux-la-Paillette s'accrochent aux falaises calcaires des Baronnies. L'enveloppe extrêmement réduite des travaux, je ne dis même pas le prix, je le dis, allez, 300 000 € de travaux, tout compris. Non, 210 000. 210 000. Pour la réalisation. 210 000 pour la réalisation de ces travaux impose une approche frugale, comme vous le disiez, de la conception. D'abord, une vision collective et partagée. Donc ça, on le sent dans votre projet, que vous n'êtes pas le créateur qui vient qui est de loin, qui balance son projet. Vous travaillez ensemble avec les habitants. Ensuite, vous tirez parti des ressources locales et vous utilisez le strict nécessaire. Finalement, vous réemployez l'ensemble des éléments que vous avez trouvés localement. Donc ce projet réinvente les espaces publics en circuit court, dans une intelligence collective et participative, alliant approche économe, bien obligée, et frugalité, on l'a déjà dit, exemplaire. Cela renforce, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On renforce l'identité villageoise par l'usage de matériaux locaux, la pierre qui est ici puisée, trouvée à proximité. Et ici, le terme « faire mieux avec moins », on pourrait dire « faire mieux avec beaucoup moins », prend réellement tout son sens. Bravo. Bravo, Pénélope Haas. À vous, un mot avant de vous remettre ce prix très lourd. Mais je suis très touchée que l'AFFP distingue un projet aussi modeste par son enveloppe budgétaire. Et je remercie les maîtres d'ouvrage qui nous posent des challenges toujours plus forts pour réinventer notre pratique. Voilà, c'est une très très belle expérience sur le village de Montjoux-la-Paillette et je le poursuis vrai dans les Baronnies parce que j'espère qu'il va faire des petits et que d'autres parviendront avec des projets aussi, enfin des budgets aussi modestes à transformer des villages entiers. Merci. Bravo à vous. Pour un budget modeste, un prix très lourd. Voilà, il est là. Alors maintenant, je vais appeler Mounia Benani pour remettre le 7e prix, qui est le prix participation. Ça y est. Alors, les nommés, il y en a 2. Agathe Turmel pour un projet Chemin Faisons. Donc Agathe Turmel, c'est Pollen Paysage. Et Luc Monéger pour Kobe pour La Grande Borne, un projet à La Grande Borne à Grigny. Et le ou la lauréate de ce premier prix? La lauréate ou le lauréat est Agathe Turmel pour Chemin Faisons. Monia, je te laisse nous expliquer pourquoi le jury a retenu ce projet. Alors, avant de passer la que, parole voilà, à Agathe. pareil, je vais lire un texte, mais c'est vrai que ce projet est assez touchant, puisque c'est vrai qu'il y a une difficulté avec
tous ces paysages où on a des enjeux patrimoniaux, puisque le chemin de Compostelle, comme tout le monde le sait, est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est l'action participative ici prend tout son sens, en tout cas. En tout cas, bravo, parce qu'on sent vraiment cette dimension sciences sociales, sciences humaines, écologie, histoire du lieu, patrimoine, tout est là, présent. Et ce qui était très beau, bon, je vais lire rapidement quand même pour vous lire ce que le jury a retenu. Donc, cette démarche de préservation et de valorisation des paysages vivants, culturels, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à travers le prisme de la marche. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce prisme de la marche que vous avez partagé à travers des supports didactiques avec les élus, les citoyens, ceux qui pratiquent le lieu. Et pour ça, on vous félicite. Et donc, il y a eu beaucoup d'arpentages et des ateliers in situ qui ont permis de partager votre expérience, de la cartographier. Donc, il y a vraiment un travail très fin sur le terrain de cartographie, de révélation des enjeux, des lieux. Et l'objectif étant d'accompagner l'établissement d'un plan de gestion. Donc, il y avait quand même un objectif final. Donc, le projet, pour résumer, illustre une manière de faire vivre un patrimoine à travers son paysage, en documentant les pratiques de terrain. Donc, on voit vraiment tous les documents que vous avez aussi produits pour justement à l'issue de votre travail. Et ça, c'est aussi extrêmement important, ce support que vous avez matérialisé, que vous avez laissé, et qui a permis vraiment de montrer ces dynamiques de développement territorial. Donc ce prix témoigne de l'intérêt d'une démarche paysagiste pour appréhender la complexité d'un patrimoine et d'une pratique partagée à l'échelle territoriale pour une co-construction et une bonne gestion. Merci à vous, en tout cas, bravo. Merci. Merci pour ce prix qui est vraiment l'aboutissement d'une démarche exploratoire qu'on a éprouvée au long cours avec nos partenaires, donc Monono, Territoire en Récit, et Via Architecte du Patrimoine qui est dans la salle, et Marion également Ponsard. Plus de 2 ans sur les routes, sur les chemins, à explorer, à arpenter, à travers le prisme de la marche et surtout la notion de paysage, cet héritage séculaire. Et c'est vrai que ce qui nous intéressait ici particulièrement, c'était peut-être à l'inverse de certains monuments sanctuarisés, ici de travailler sur cet héritage vivant, séculaire et donc hautement sensible. Et voilà, l'intention, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait partager ces valeurs communes via le prisme de la marche. Donc avec la difficulté, on était sur 7 territoires très différents qui allaient de l'Aubrac en passant par le Lot, le Gers, jusqu'au contrefort basque des Pyrénées. Donc des paysages très différents dans leur géographie, dans leur paysage, mais aussi dans leur dynamique touristique, culturelle, dans leurs pratiques. Et donc l'enjeu, c'était vraiment de réussir à mettre tout le monde autour de la table et de regarder un peu les spécificités tronçon par tronçon. C'est des tronçons qui sont emblématiques, on va dire, de l'expérience itinérante des cheminants, mais aussi de les saisir d'un point de vue interrégional pour en tirer des outils méthodologiques et des manières de faire. Donc, une expérience qui a été vraiment portée par notre maître d'ouvrage, très enthousiaste dans cette démarche exploratoire, donc l'Agence française des chemins de Compostelle, qui nous a accompagnés avec enthousiasme. Donc, merci. Merci. Non, je vais juste rajouter un tout petit mot. Parce que donc c'est en effet participation. Alors là, Agathe l'a dit, mais c'est vraiment la participation, en particulier avec les élus et notamment de petites communes rurales, est super intéressant parce que c'est évidemment pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problématiques quotidiennes, pas les mêmes points de vue sur le paysage et ses composantes. Et c'était très enrichissant de pouvoir partager ça et d'une certaine façon, alimenter un peu leur réflexion et leur permettre de sortir un peu des automatismes qu'ils peuvent avoir et qu'on comprend très bien du fait de leur charge de travail, etc. Et vu que j'ai le micro, je suis désolé, mais je me permets de rajouter un petit mot parce que je ne veux pas être bateau, mais
si on présente un projet aujourd'hui comme celui-ci et si on est content de faire ce métier, moi en tout cas j'ai fait l'école de Versailles et par rapport aux mots des étudiants, alors je suis désolé, en plus je suis arrivé en retard, mais vraiment cette idée de pouvoir travailler jour et nuit et de pouvoir occuper une école comme ça à tout moment, c'est tellement enrichissant que voilà, je m'étais un peu promis de soutenir à ma façon, en tout cas de dire que voilà, ça fait partie de ce qui était une vraie richesse et qui m'a aujourd'hui, qui me donne envie de continuer à faire ce métier. Merci, bravo à vous. Vous êtes tous les deux des anciens... Agathe aussi est une ancienne étudiante de Versailles. Donc nous voici quasiment au terme de ce palmarès. Merci, bravo à vous. Et on va remettre un dernier prix qui est le prix Coup de cœur, donc qui échappe aux catégories. Et donc j'appelle Cyril Desrobert qui est déjà là pour le remettre. Et à qui va ce prix, Cyril ? À qui va-t-il ce prix ? Alors, ce prix va à Miguel Georgiev pour... Peut-être plus près du micro ? Le prix va à Miguel Georgiev pour Atelier Coloco. C'est le prix Coup de cœur. Le plan de paysage sous-marin des Calanques. Alors, le jury a considéré que ce travail ouvrait de nouvelles perspectives. C'est un travail qui explore l'espace, qui se déploie de l'autre côté du miroir. Le paysagiste est en apesanteur. Il nous invite à l'existence sous l'horizon d'un monde vivant, d'un monde d'eau, de montagnes, de lumière, de reflets et de calme. Il explore les paysages dont il faut inventer les mots pour dire leur poésie et pose les modalités d'un engagement pour l'écologie du sensible. Il souligne l'intérêt du jury pour une culture expérimentale du paysage, ouverte sur un invisible fondamental aux équilibres terrestres. Merci beaucoup pour ce travail. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était une aventure qui a commencé en 2018, je crois. Francis Tallin du Parc national des Calanques qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui aussi pour témoigner son intérêt pour cette nouvelle exploration. Les 2/3 du jardin planétaire sont sous l'eau et on ne les connaît pas. La première cartographie sous-marine, elle date de 1973, je crois, sur le fond des océans. On connaît moins bien les espaces sous-marins que la Lune. Et donc, on comprend bien pourquoi on est dépendant de tout ce monde vivant-là, que nous ne connaissons qu'à peine, avec ces aplats bleus dont je vous suggérerais de les éradiquer de nos cartographies à l'avenir. Et je voudrais soutenir aussi bien la lutte des étudiants que les engagements de notre maître d'ouvrage pour considérer que c'est à partir de cette créativité nécessaire et de l'extension du domaine de la lutte pour des paysages que ce métier progresse. On était vraiment sous l'eau au départ, pour le dire avec des mots. Moi, je ne suis pas un grand plongeur. Et on n'avait pas les mots, on n'avait pas les outils. On ne peut pas dessiner sous l'eau, même si on s'y est efforcé. Et en fait, il fallait réinventer toute cette nouvelle relation à ce qu'on a dénommé comme paysage. Ça réinterroge énormément aussi la maîtrise de nos milieux qui nous échappent complètement dans ces milieux marins, donc, qui sont tous, pour le coup, interreliés. Il n'y a pas de projet, d'aménagement dans ce plan de paysage, mais on a agi vraiment comme médiateur. On a rassemblé des pêcheurs, on a rassemblé des plongeurs, des biologistes, des géologues, des océanographes avec qui on a travaillé aussi. Je remercie Andromède Océanologie pour leur travail et leur exploration sous-marine. Il faut savoir que sous l'eau, on peut guère aller à plus d'une vingtaine de mètres. 40 mètres, c'est déjà très limite. La limite inférieure du Parc national des Calanques, c'est 1250 mètres. Donc en même temps, c'est des espaces où on n'a jamais été, où l'homme qui ne l'a jamais visité. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous renvoie aussi à une image très utile pour la considération des milieux terrestres, dans lesquels
comprendre ce qui se joue là est essentiel pour mettre en relation toutes ces personnes qui sont responsables de ces lieux-là. C'est un peu ça qui m'apparaît comme conclusion de vos interventions étudiantes tout à l'heure et institutionnelles après. C'est la question de l'interrelation entre tous les métiers, tous les paysagistes comme rassembleurs de ces questions-là. Et voilà, aujourd'hui, moi je suis très content, merci Francis de nous accompagner, je suis très content de ce coup de main pour que le plan de paysage vive. Tu diras peut-être quelques mots plus techniques, c'est des domaines qui appartiennent à l'État. On a très peu d'emprise sur ces milieux-là. Et donc, les comprendre et les respecter avant toute autre chose, c'est ce qui a inspiré la Biennale du paysage de l'année dernière sur la préséance du vivant et qui, à mon avis, est une attitude nécessaire avant d'intervenir et de se précipiter sur des gestes ou une gesticulation en tant que réalisateur. Merci en tout cas pour ce prix qui récompense toute une équipe, plus d'une 50aine de participants, et que je représente en tant que mandataire et organisateur, mais il y a vraiment énormément de travail et de découverte aussi, surtout, derrière tout ce projet-là. Merci encore. Merci à vous. Merci. Oui, merci pour ce prix. En fait, quand on a créé le parc national des Calanques, on s'était dit qu'on ne ferait jamais de différence entre le milieu terrestre et le milieu marin. Donc, après avoir fait avec Coloco, Gilles Clément, le premier plan de paysage terrestre en 2016, il est apparu pour moi comme une évidence d'aller taper à la porte de l'agence de l'eau, du contrat de baie, pour proposer un plan de paysage sous-marin. Et parce que, en tant qu'océanologue, le paysage sous-marin est pour moi une évidence. Et justement, ça a été la chose qui a été la plus surprenante pour moi, c'est que eh bien pour des paysagistes, ce n'est pas une évidence. Et ça a donné beaucoup de réflexion, de matière à penser. Là, en février, on a fait une conférence avec le philosophe Jean-Marc Besse, qui a été extrêmement intéressante aussi sur ces sujets-là. Et de dire que de cette évidence-là, on est arrivé à tirer des choses qui sont très importantes, parce que le milieu marin, évidemment, comme tu le disais, on le regarde souvent simplement au-dessus du miroir de l'eau, et on le pense de manière très utilitariste. Ressources halieutiques, capacité d'épuration, ressources de tourisme, transport, câbles électriques ou d'Internet, et c'est à peu près tout. Et donc, quand on habite le littoral, on sait que ces espaces-là font forcément, profondément partie de notre terroir. Et donc, comment on descend le terroir jusque sous la mer? Et voilà, le plan de paysage sous-marin parle des paysages qui font la bouillabaisse à Marseille, quoi. Et c'était très important d'avancer là-dessus. Et je vous remercie vraiment, finalement, d'en avoir nous en avoir donné ce prix. Et je voudrais dire que les choses changent aussi. Voilà, la Méditerranée dans laquelle on est, Marseille est la zone la plus septentrionale du parc, donc la zone la plus froide du parc, de la Méditerranée, pardon, et que les paysages étaient extraordinaires pour les gorgones rouges que l'on pouvait y trouver. Et cet été, il y a eu ce qu'on peut appeler un incendie sous-marin. Le réchauffement climatique a entraîné la disparition de quasiment toutes les gorgones jusqu'à 30 mètres de fond. Et donc, oui, entre la création du plan de paysage et aujourd'hui, le paysage a franchement changé. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on voit. Et avec les montées des eaux de 50 cm, je veux m'arrêter là, mais toutes les digues qui forment les ports actuellement vont plus fonctionner. Et donc, toute la question de l'herbier de Posidonie, de la gestion des digues, de la gestion du trait de côte va se poser. Et ça serait pas mal qu'elle se pose avec des gens qui puissent penser le paysage. Merci.
Je voulais juste rajouter un mot, c'est que le Parc national nous a amené un exemplaire du plan de paysage qui sera disponible à la bibliothèque pour que vous puissiez le consulter. J'ai eu pas mal de demandes d'étudiants qui s'intéressent à ce nouveau sujet-là et qui remet en question, ça je le livre à la FFP peut-être, qui remet en question même la notion même de paysage telle qu'elle est définie par la Convention européenne. Donc à suivre pour l'année prochaine. Les nouvelles frontières dont parlait Henri. On peut se télécharger sur le site du parc. Fantastique. De la data en plus. Donc merci, on arrive au terme de cette soirée avec 10 petites minutes de retard. Merci. Bravo à vous. Donc, félicitations. Bravo à vous. Merci. Donc, on arrive au terme de cette soirée. On a remis les 8 prix. Je voudrais remercier Henri Bava et Juliette Hunin qui nous ont offert la possibilité de passer cette soirée en votre charmante compagnie. Je voudrais remercier et citer les éditions du Bionnet qui éditent la revue qui s'appelle Projet Paysage, qui est la revue de la Fédération française du paysage, n'est-ce pas? Et je voudrais remercier mon équipe, Angélique Pagnon et Maud Yvon, sans qui, globalement, rien ne serait possible. Bonne soirée. Non, encore. Il y a encore une personne à remercier. Il y a 3 heures, et cette salle ne ressemblait pas à ça tout à l'heure. On me l'a parlé beaucoup de vivant, de paysage. Voilà, le vivant qui est ici, ce sont les pépinières Châtelain, Laurent Châtelain. Je l'ai vu amener les pots un à un, lui-même. Donc merci Laurent. Sans toi, cette soirée ne serait pas comme elle a été. Elle s'est déroulée magnifiquement. Merci à toi. Au revoir. On se retrouve autour d'un pot de l'autre côté. Merci à vous. Bonsoir.